Alors bonsoir à tous, enchantée, on est vraiment ravis de vous recevoir ici. Donc ici, il faut savoir que ce sont les locaux de Open Value. Voilà, donc en deux mots, Open Value, c'est une société de conseil en big data. Et donc leurs locaux donc, permettent d'héberger notre événement ce soir. À nos côtés ce soir aussi Caroline Siang qui est derrière vous, qui va se présenter en deux mots. Oui, bonsoir. Moi, je suis un peu slasheuse. Je suis coach, je suis formatrice, je suis psychologue, je suis aussi facilitatrice graphique. Donc, je vais restituer les différents échanges de ce soir de façon graphique. Et je suis aussi apicultrice. Merci beaucoup. Donc moi je me présente brièvement, donc je m'appelle Jeanne Bédé, je suis membre de l'association l'IA pour l'école. Donc le meet-up de ce soir va se dérouler, donc c'est marqué. Donc je vais commencer par vous présenter brièvement l'association. Ensuite je vais passer la parole à Pierre et Stéphane à côté de moi qui vous expliqueront ce qu'est l'IA. Ensuite donc on vous donnera la parole. Et puis on finira autour d'un petit cocktail qui vous sera proposé où on se réunira voilà, tous ensemble. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter brièvement l'association. Donc l'association l'IA pour l'école, c'est une association à but non lucratif qui permet simplement de relier le monde de l'intelligence artificielle et celui de l'éducation. En quelques mots, notre philosophie, c'est d'unir les acteurs de cette révolution technologique qu'est l'IA et les acteurs pédagogiques qui sont donc les professeurs, les directeurs d'école, mais aussi les élèves et les parents d'élèves. Voilà, cette union dans l'idée principale, c'est ce qu'il faut retenir ce soir, de créer, de développer une réflexion autour de l'IA. On est vraiment là pour ça, on a vraiment besoin de vos avis. De créer une réflexion autour de l'IA et de développer des solutions, des applications, voilà, entre l'IA donc et l'éducation. Voilà. Donc, bien sûr, notre association s'inscrit dans la réalisation concrète d'actions. Donc, d'une part, les rencontres et les meet-up, donc comme celui de ce soir, donc qui permettent d'échanger, donc d'avoir vos avis tous éclectiques, comme on l'espère. Et puis, donc, on met en place aussi des ateliers de travail, et de réflexion et d'initiation. Donc, c'est à l'occasion donc des rencontres et des meet-up, c'est ce qui se passera ce soir. Mais également lors des assises de l'IA pour l'école qui auront lieu en décembre, donc ce décembre, à l'Institut de France. Voilà. Parallèlement, on organise aussi un hackathon. Donc toujours dans l'idée de développer et de concrétiser donc les réflexions issues donc des ateliers. Parallèlement, dans un souci de transmission de savoir et de rendre accessible, de démystifier plus précisément l'intelligence artificielle, on met en place la création de MOOC ou de formations en ligne, donc voilà, qui seront accessibles prochainement à tous pour rendre l'IA accessible. Voilà, donc ce sera sur les plateformes de formation et ce sera d'avoir des petites vidéos, donc dans un esprit didactique, mais vraiment pour que l'IA soit accessible et devienne un savoir universel. Et enfin, on a à cœur d'orienter donc nos recherches dans des applications citoyennes, comme pourquoi pas dans la détection des maladies de 10 ou des élèves surdoués ou de toute potentielle source de marginalisation en classe. Et c'est d'ailleurs sur ces questions-là d'application, de potentielles applications, qu'on aura besoin de vos avis ou de vos idées ce soir. Voilà, du coup, alors si vous êtes intéressé dans le suivi de nos actions et de nos réalisations, je veux vous faire passer après une feuille. Donc pour vous inscrire, je vous incite à vous inscrire à la newsletter, sauf qu'on a un calendrier très prometteur. Et puis je vous rappelle que nous sommes une association, donc nous vivons du mécénat, des dons. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Pareil, si vous êtes directeur d'établissement, professeur ou parent d'élèves, si vous avez des idées de lieux pour continuer à organiser ces événements, ou si vous souhaitez collaborer avec nous dans des expérimentations suite à notre hackathon, suite à nos recherches, n'hésitez pas à nous en faire part, on sera très intéressés. Et voilà, donc après n'hésitez pas, on sera ravis que vous soyez mécène, n'hésitez pas à nous rejoindre donc sur cette adresse. Voilà, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vais passer la parole à Pierre et Stéphane qui vont vous expliquer donc ce qu'est l'IA. Et après, donc, ça sera à vous la parole, on espère. Merci Jeanne pour l'introduction et bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Alors ce soir on va représenter ce que c'est l'IA avec Pierre. Moi je suis Stéphane, je suis data ingénieur chez Open Value depuis 2 ans.
et je suis membre de l'association l'IA pour l'école depuis peu aussi. Alors, ce qu'on a bien fait d'habitude, ce qu'on a fait la dernière fois, c'était de faire un petit sondage dans la pièce pour savoir un peu les personnes qui savent à peu près ce que c'est l'IA ou qui pensent savoir ce que c'est l'IA. Je vais nous dire 2 mots là-dessus, un peu rapide, pour qu'on puisse un peu avoir une idée de ce que les gens pensent de l'IA dans la salle, en fait. Du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient peut-être dire 1 ou 2 mots sur ça assez rapidement et brièvement? Et comme d'hab, il n'y a personne qui lève la main. Même si vous ne savez pas ce qu'est l'IA, est-ce que vous pensez... Bonsoir. Donc l'IA, c'est la mise en place d'algorithmes prédictifs qui peuvent être appliqués à plein de choses. C'est surtout une grosse révolution qui va toucher beaucoup de choses au niveau sociétal et pas juste technique. Je pense qu'on est tous conscients de ce que Internet et le numérique a fait, et l'IA, c'est encore plus grand. Voilà. Merci pour cette réponse. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour dire d'autres mots, peut-être? Allez. L'IA à la base, dans la définition même, genre c'est juste imiter en fait le comportement humain, genre pas forcément dans le prédictif ou des applications aussi poussées, mais à la base c'est vraiment imiter le comportement humain en fait. Voilà. D'accord. Bon, c'est bien. En fait, du coup, là, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer un peu pour tout le monde, de démystifier un peu ce que c'est que l'IA, vraiment. Déjà, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que, en fait, l'IA, ça vient à la base du terme anglais AI, Artificial Intelligence, mais en fait, ça a été mal traduit. Parce qu'en fait, en anglais, intelligence, ça n'avait pas référence à l'intelligence au sens humain du terme, mais plus intelligence au sens information, renseignement. Donc déjà, on voit déjà de base que le français, comme souvent quand il prend des mots de l'anglais, fait de mauvaises traductions qui peuvent porter à confusion dans la compréhension du terme. Et donc là, en fait, quand on parle d'IA, on parle de renseignement intelligent, c'est-à-dire c'est des systèmes qui sont capables, grâce à des données, de nous renseigner sur les données en question. Ça peut être de manière prédictive ou on parle aussi d'algorithmes supervisés et non supervisés. Mais je vais laisser Pierre entrer plus en détail pour des techniques de toutes ces choses-là. Allez, Pierre. Ben, je vais rebondir sur une des remarques qui a été faite, une remarque très juste. Effectivement, l'IA, à la base, c'est un des domaines de des sciences cognitives. Et avant tout, c'est pas des systèmes prédictifs, même si l'application aujourd'hui en fait des systèmes prédictifs, mais pas que. Mais effectivement, c'est plus un concept philosophique ou scientifique qui vise à reproduire l'intelligence, qu'importe le support et qu'importe la façon dont c'est fait. Donc ça peut être sur un support biologique ou informatique. Aujourd'hui, à ce que je sache, on n'a jamais réussi à reproduire un cerveau humain monté de toutes pièces sur un support biologique. Et aujourd'hui, on parle plus de machines, de robots. Donc l'intelligence artificielle s'applique notamment au niveau des machines. Et pour distinguer un peu donc de la première remarque, qu'est-ce que l'IA qu'on connaît aujourd'hui face à l'IA philosophique des sciences cognitives, on va décliner en fait ces intelligences en 3 catégories. Même si vous allez voir que les 2 dernières catégories se ressemblent fortement, en tout cas l'une va déboucher sur l'autre. Mais je vais commencer par la première catégorie et je vais vous parler de l'IA faible. Qu'est-ce que l'IA faible? Eh bien, l'IA faible, vous verrez des exemples par la suite, mais en fait c'est l'IA que vous connaissez tous. C'est-à-dire que l'IA qui a battu le meilleur joueur de Go, d'échecs ou je ne sais quoi, c'est une IA faible. Et qu'est-ce que c'est qu'une IA faible? C'est un algorithme, une machine qui est capable de réaliser une seule tâche, donc une tâche unique, qui est comme jouer aux échecs, avec précision. Qu'elle batte un homme ou pas d'ailleurs, mais à partir du moment où elle arrive à rivaliser avec le niveau humain, on suppose que c'est une bonne IA, mais aussi intelligente qu'on peut l'avoir, c'est pas une IA forte, c'est pas une super intelligence, ça reste une IA faible. Cette IA-là que vous avez entraînée pour jouer aux échecs, si vous voulez la faire jouer au Go demain, vous pouvez pas. Et encore pire, si vous lui demandez d'aller faire les courses, elle en est bien incapable. À côté de ça, on a des concepts d'IA forte et de super intelligence. En fait, l'IA forte, c'est un peu, pour schématiser, c'est un regroupement d'IA faible. Ce serait une intelligence qui serait capable justement d'être très puissante dans plein de domaines divers et variés, et qui serait capable, en fonction de la situation, de s'adapter. En fait, l'IA forte, si vous voulez un exemple, concrètement, c'est vous, c'est nous, c'est le cerveau humain. En tout cas, c'est ici que, dans ces concepts, nous on se situe. On est capable de faire une tâche, puis on est capable de s'adapter, on est capable de réagir à notre environnement. Pour revenir à la différence avec l'IA faible, si un jour on change les règles des échecs, bon, nous on va s'intéresser aux règles des échecs, puis on va s'améliorer. L'IA faible, si on lui dit pas que les règles ont changé, elle n'arrivera pas à comprendre par elle-même. En fait, c'est ça la petite différence, c'est que l'adaptabilité humaine, elle se situe au niveau de l'IA forte.
Et le concept de super intelligence, là qui fait limite un peu peur, c'est que on est sur des systèmes qui surpassent de loin les capacités de l'homme. Alors, pour vous rassurer, l'IA forte, en tout cas on en est très très loin. J'ai jamais entendu parler de personnes approchant de l'IA forte, c'est encore une chimère, et la super intelligence encore plus. Mais il y a des philosophes qui disent qu'en fait, une fois qu'on aura atteint l'IA forte, sachant qu'une machine réfléchit plus vite que nous, elle arrivera très vite au stade de super intelligence, parce qu'en fait, elle se développera plus vite que nous. Mais ça reste dans les sciences cognitives, et ça reste des concepts purement théoriques. Et par contre, il y en a, même si ça reste théorique, on ne sait pas si ça va arriver un jour. Il y a donc des personnes qui ont quand même fondé des associations, une association en particulier qui s'appelle OpenAI, et qui a pour but en fait de mener des recherches, de sensibiliser les personnes et tous les acteurs de l'IA de façon à ce que si un jour on arrive à cette super intelligence, eh ben, elle serve l'homme plutôt qu'elle ne le desserve. Et donc c'est ce qui a marqué là, Discovering and Enacting the Path to Safe Artificial General Intelligence, c'est aider les personnes à aller vers on va dire un monde meilleur dans le sens de l'IA, mais ça reste encore des concepts théoriques et on ne sait pas où on en est vraiment aujourd'hui. Et maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le technique et je reviens sur la première remarque qui est en fait qu'est-ce que l'IA en termes applicatifs, l'IA que vous connaissez. En fait, j'ai fait un petit parallèle avec quelque chose qu'on a tous fait au lycée. C'est en fait interpréter des résultats à travers une machine. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une régression linéaire, je vais détailler. Mais concrètement, quand vous faites un TP de physique et que vous mesurez une chute d'un objet en fonction de la durée de chute, vous notez des points sur un graphique, puis vous pouvez tracer une droite qui passe à peu près par tous ces points. Et si ensuite je vous pose la question, pour donc le temps au carré égale temps, combien de mètres à chuter? Et même si vous n'avez pas fait l'expérience exacte, vous pouvez donner une estimation de ce que c'est. En fait, si vous comprenez ce concept simple de l'expérimentation en physique, c'est exactement ce qu'on fait avec l'IA. C'est-à-dire qu'on donne des données, on lui donne des observations du réel, du concret, et on doit se débrouiller pour que nos algorithmes comprennent une représentation informatique, mathématique de ce réel. Mais l'IA, c'est pas plus compliqué que ça, si ce n'est qu'après les statistiques deviennent de plus en plus compliquées, plus les méthodes sont complexes. Mais c'est juste une représentation de la réalité mathématique. Donc il y a des choses pour lesquelles ça s'applique bien, il y a des choses pour lesquelles ça s'applique beaucoup moins bien. On pourra en discuter si vous voulez après, si vous avez des exemples. Et donc du coup, en parlant d'exemples, on vous donne un peu des exemples de où l'IA est arrivée. Et tout bêtement, des premiers champs de domaine de l'IA, c'est dans vos boîtes mail. Comment savoir que le mail que vous recevez, c'est un mail qui vous est utile ou un spam? Et en analysant le contenu du mail et en appliquant des modèles mathématiques simples, on arrive à classifier un spam ou pas. Par contre, c'est là où on peut se poser la question sur qu'est-ce qu'une IA faible? C'est quand on est arrivé aux usages de Google Duplex. Donc pour ceux qui ne savent pas, on va vous montrer un peu ce que c'est que Google Duplex. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Et donc, qu'est-ce que vous venez de voir? Vous venez de voir en fait une machine prendre un rendez-vous dans un salon de coiffure pour Lisa. Et donc effectivement là, ça peut commencer, on peut commencer à se dire mais on se rapproche quand même grandement de l'intelligence de nous, des hommes. Mais ça reste quand même une IA faible qui est très très forte pour parler et communiquer, mais qui ne sait faire que ça. Et donc, je vais essayer du coup de vous guider, parce que là je vous ai mis quelques concepts théoriques, on vous a présenté une vidéo. Je vais essayer de vous guider vers des exemples concrets d'IA dans les différents secteurs du monde aujourd'hui.
Et on a vu tout de suite Google Duplex. Donc Google Duplex, Google, tout le monde connaît Google, qui a réussi à percer notamment avec son moteur de recherche, puis qui s'est installé dans tous vos smartphones. Et ben, si Google est capable de faire des IA si fortes en reconnaissance de vocale, puis en traduction et en compréhension du texte, ben en fait, elle s'est entraînée des années et des années à lire des SMS, à lire des recherches sur les moteurs de recherche et à potentiellement, quand on fait OK Google, comprendre ce qu'on lui dit. Et donc, toute cette expertise que Google a développée lui a permis d'atteindre des intelligences artificielles, d'entraîner des intelligences artificielles très très fortes sur le domaine du langage humain. Mais en plus de ça, dans vos smartphones, vraiment vos smartphones, il faut savoir que c'est la mine d'or à données qui va permettre de nourrir les algorithmes, parce qu'on peut servir du GPS, il y a les systèmes de reconnaissance faciale et de reconnaissance vocale qui arrivent. C'est vraiment dans les domaines où vous verrez les plus grandes innovations. Maintenant, il y a un domaine complètement différent, c'est les voitures autonomes et drones. Donc là, on n'est plus sur du traitement de texte. Alors, ça rejoint un peu la reconnaissance vocale, mais c'est principalement de la reconnaissance d'image et d'essayer de faire comprendre à une machine, donc notamment une voiture ou un drone, comment elle est située dans l'espace et comment elle peut réagir et interagir avec le monde extérieur. C'est un domaine un peu plus touchy, parce que si Google se trompe dans la traduction qu'il fait ou ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire, bon, au pire, c'est pas très grave. Si une voiture commence à faire n'importe quoi, on peut commencer à se poser des questions sur la viabilité dans une société de telles choses. En ingénierie médicale, il y a un changement aussi, il y a pas mal de choses qui se passent et maintenant les métiers changent et les chirurgiens sont assistés par des ingénieurs qui ont à leur batterie tout un système, plein de dispositifs qui vont permettre de prendre des mesures et qui vont permettre avec ces mesures de guider le chirurgien dans ce qu'il va faire s'il a besoin d'aide, bien sûr. Si c'est une tâche qu'il connaît très bien, il n'y a pas de souci. Mais on voit de plus en plus, notamment au niveau de tout ce qui est cardiaque, des entreprises qui se placent avec du traitement de données et de l'intelligence artificielle pour aider les chirurgiens dans leurs tâches. Et en plus de ça, il y a des effets un peu néfastes de l'utilisation de l'IA. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissaient Criteo, il y en avait qui ne connaissaient pas la dernière fois, mais Criteo, qui est une entreprise française qui marche énormément, fait de l'argent sur du ciblage publicitaire. Donc on voit, c'est toujours une question d'habitude de profilage, c'est-à-dire que vous faites des recherches sur Internet, ils sont capables de se nourrir de ces données et de vous proposer une pub adéquate ou pas, ça dépend de la performance, mais qui sont capables de collecter, on va dire, vos données et de les utiliser après. Donc en conclusion, en fait, concrètement, l'IA, c'est des techniques qui permettent de représenter des faits, et ça se base, l'essence même de l'IA, c'est vraiment les données. Donc je vais rendre la parole à Stéphane qui va essayer introduire en fait le lien entre l'IA et l'école. Merci beaucoup Pierre. Alors pour cette fois on va essayer de faire différemment. La dernière fois en fait ce qu'on a fait comme approche c'est qu'on a donné des idées que nous on avait eues, on a confronté avec celle de l'assistance. En fait aujourd'hui on aimerait un peu faire le contraire, c'est-à-dire que avec tout ce que Pierre a présenté et votre expérience de prof, de tuteur, directeur d'école, est-ce que vous pensez avoir des idées ou des débuts d'idées qui peuvent bien s'intégrer à l'IA, juste pour qu'on puisse commencer à débattre et à poser des questions? Est-ce qu'il y en a, c'était le cas la dernière fois, est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté des petits outils pour aider dans l'apprentissage, dans l'éducation, des choses comme ça? Moi j'en fais pas mal, c'est l'application Anki. C'est une application pour réviser. Qui, en fait, en fonction de comment vous apprenez vos fiches, il dit à quel moment réviser pour que ce soit plus efficace. En fait, l'application Anki, ça marche plus sur la courbe de l'oubli que sur de la vraie IA, en fait. Je croyais que ça s'adaptait du coup à chaque personne. En fait, la courbe de l'oubli, effectivement, c'est un paramètre qui est variable sur un individu, mais la différence n'est pas énorme. Donc en fait, Anki, ça va te poser des questions à chaque fois pour te demander si tu te rappelles de certaines choses et si tu te rappelles pas, il va te le reposer plus tard. C'est un peu de l'adaptive learning aussi. En fait, je croyais que vu qu'on remplissait à chaque fois combien de temps on voulait pour regarder, pour réviser, je pensais que du coup, petit à petit, en fait, ça s'adaptait au profil de chaque personne pour donner la répétition espacée la plus efficace. Sûrement, après, j'ai pas encore eu une utilisation assez forte de Anki, mais de ce que j'ai lu, c'était plus sur la courbe de l'oubli, mais après, si ça se trouve, t'as peut-être raison, et du coup... après, peut-être que j'ai tort, et peut-être que ça peut être une idée par la suite pour ce genre d'application. Aussi, intéressant. Merci beaucoup.
du coup, c'est pas juste une idée, c'est un use case qu'on voit un peu tourner qui fait un peu de buzz aussi. C'est, je crois, en Chine, où pour le coup, il y a dans une classe, enfin, c'est l'exemple qui est montré, hein, dans une salle de classe, il y a une caméra qui regarde les élèves et qui peut détecter à quel moment ils sont en perte d'attention, en train de faire autre chose, de se déconcentrer, voilà, ce genre de choses-là. Vraiment de l'analyse de vidéo et de la détection, c'est pas du sentiment, mais vraiment de l'attitude, en tout cas, des participants à la salle de classe. Bon, ça fait du buzz, ça fait un peu aussi de débat autour de l'utilisation de ces technologies, mais voilà, je pense que c'est un exemple intéressant. Moi, c'est un cas que j'avais pas forcément entendu parler. Ah, j'ai jamais entendu Moi parler. non plus, mais déjà, ça soulève plein de questions du point de vue éthique et du coup, ce serait intéressant de voir comment est-ce que ça peut bien s'intégrer parce qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie, la RGPD. Du coup, faut un peu, on n'a pas forcément creusé sur ce terrain-là, mais c'est une bonne idée et il faut aussi voir avec les parents d'élèves parce que beaucoup de parents d'élèves qui peuvent ne pas apprécier que l'enfant soit filmé en salle de classe et est-ce qu'on va faire des données, est-ce qu'on va les garder, est-ce que ça va s'utiliser à d'autres fins finalement. Donc du coup, il y a un cadre assez complexe à connaître avant, je pense, de... Bon, un autre use case qui est peut-être moins sujet à débat, du coup, c'est de présenter les sujets à apprendre de façon customisée, du coup, un peu comme on peut customiser les publicités, mais finalement suggérer à un élève un exercice qui lui est vraiment particulièrement ciblé pour l'aider à progresser sur un axe où il a du mal. Oui, ça rejoint un peu ce que disait notre ami sur l'application Anki. Ouais, mais... Alors là, c'est pas vraiment sur le fait d'apprendre, enfin en mode flashcard, c'est bien ça le Anki, on parle de ce truc-là, d'accord. Là, c'est vraiment juste plutôt cibler le chemin d'apprentissage quelque part, suggérer des exercices ou des programmes entiers qui sont du coup adaptés, customisés pour l'élève. Oui, ça pourrait être intéressant. Et du coup, en fait, ça s'appelle de l'adaptive learning. En gros, on va apprendre ce que l'élève connaît bien et connaît moins bien, et au fur et à mesure, on va essayer de faire des choses pour lui permettre de progresser différemment des autres. Parce qu'en général, ce qui fait défaut dans les salles de classe, c'est que les élèves qui sont plus doués ou moins doués sont tous soumis au même rythme, en fait. Et du coup, c'est pas du tout optimal. Et effectivement, ça, c'est un use case qui pourrait être intéressant pour avoir vraiment des élèves qui décrochent, en fait, au final. Donc, je veux réagir dessus, Pierre, je sais pas. On avait abordé le sujet, effectivement, je crois que c'est quelque chose qui était assez en vogue. Et il y avait une personne qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui avait dit qu'il avait testé justement ça dans sa classe. Il avait une application. Apparemment, il y a des gens dans le commerce qui proposent des systèmes similaires. Donc, je ne sais pas s'il y a des utilisateurs par ici, mais oui, c'est apparemment quelque chose qui se répand pour l'instant. Sinon, moi j'ai un petit sujet qui avait un peu fait débat la dernière fois. Je sais que Pierre n'a pas trop en parler, mais je vais quand même le faire. C'était en fait un sujet sur la correction des copies. Mettre en place des algorithmes qui permettent, qui vont faciliter la tâche aux enseignants pour la correction des copies. J'aimerais bien savoir ce que dans l'audience, ce que les gens pensent de cette idée en fait dans l'audience. S'il y a des personnes qui pensent que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, et pourquoi, et pour avoir plus d'éléments pour... C'est une mauvaise idée pour une raison simple, c'est que corriger une copie, ça fait appel à un sens critique, et par définition, une IA faible n'en a pas. Après, si on veut vraiment corriger une copie sur quelque chose qui est prédictible sur absolument tous les résultats, en maths, c'est possible, autant faire des QCM ou des choses comme ça. Enfin, ça dit pas grand-chose de ce qu'un élève a compris ou de ce qu'un élève a développé comme approche de la matière ou de ce qu'il a appris, oui. Donc, moi, pour revenir à la question juste avant, parce que j'hésitais à répondre, mais il y a déjà une approche qui est la plus répandue de la mise en œuvre de l'IA quand on fait du e-learning, par exemple. C'est un cours, quelle que soit la matière, on le filme, on le transcrit sous forme textuelle, par exemple, on met des sous-titres. Par exemple, si c'est en français, il sera sous-titré en anglais et vice-versa. Et on le met ensuite sur une plateforme où les gens qui sont intéressés vont suivre tel ou tel cours selon leur goût. Et à ce niveau-là, on peut voir, selon différentes personnes, où qu'elles soient, que ce soit en France ou ailleurs, leur intérêt ou non pour cette matière. L'assiduité à suivre ou non cette matière. L'idée que il y a peut-être certaines notions qui sont énumérées, qui sont développées par un enseignant dans cette matière, dans le cours qu'il a choisi, qui est plus difficile à comprendre que d'autres, pour lui, mais pas forcément pour d'autres. Et on le voit parce que la personne, par exemple, va revenir souvent pour lire ce passage-là. Et ça, c'est statistiquement, enfin, ce sont des données qui sont récoltées par les plateformes derrière.
voilà, il est revenu 10 fois là-dessus, il a posé des questions sur le forum en reprenant les mêmes mots-clés, ainsi de suite. Et là, on peut dresser par personne des centres d'intérêt, des capacités à comprendre mieux telle chose, à comprendre moins bien telle autre chose. Bon, on n'est pas non plus, on va pas aller jusque dans le techno-fascisme à la chinoise, hein, mais au moins ça donne une idée assez précise à celui qui a fait le cours de l'intérêt que ça a auprès du grand public, si personne regarde, si quelqu'un regarde mais pas en entier, si quelqu'un regarde jusqu'au bout et va revoir quasiment toutes les notions importantes, voilà, et puis là on a un changement complet de notre approche de l'enseignement tel qu'on l'a conçu ces 2000 dernières années, quoi. C'est-à-dire on n'est plus là à faire venir des gens autour de chez nous, à leur imposer des choses que peut-être ça ne les intéresse pas. Au contraire, on propose quelque chose et on laisse venir à nous des gens qui, des fois, même sur des sujets, je sais pas, ça peut être de l'économie, de la finance, ça peut être de la cuisine, ça peut être savoir coudre, je sais pas, n'importe quoi, même savoir coder. Hein. On a laissé venir à nous des gens qui sont pas forcément les profils qu'on aurait attendus si on avait ouvert une école de commerce ou de couture ou de code ou autre. Peut-être pas de la catégorie d'âge, peut-être des gens très très jeunes qui ont 11 ans et qui sont un peu plus doués que la moyenne et qui dans leur cours au collège on ne voit pas ça et ça les intéresse quand même, ou alors des gens qui ont 70 ans et qui ont été je sais pas, des codeurs il y a longtemps et qui voilà, se sont mis au goût du jour et puis ça les passionne et puis ils sont à la retraite, ils s'occupent en faisant ça, ou alors des gens qui sont des professionnels et qui font ça toute la journée et puis qui veulent apprendre un nouveau langage parce que voilà et en fait vous allez constituer une forme d'enseignement de haut niveau petit à petit avec des gens qui n'étaient absolument pas, entre guillemets, compatibles avec le mode de sélection tel qu'on l'a toujours conçu par le passé. C'est-à-dire sortie du bac, concours, machin, et trucs. Et je pense que l'IA, là, dans ce cas de figure-là, a un sens. Parce qu'elle permet d'accéder à un changement dans la société, un degré d'efficacité supérieur qu'on n'aurait pas atteint sans. Le fait que ce soit accessible à distance par tout le monde, depuis une maison de campagne ou un appartement en ville, ou même depuis son domicile en vacances, ou même depuis un autre pays, quoi. Enfin, même depuis le fin fond de l'Afrique. Donc voilà, c'est un exemple, selon moi, à partir duquel on peut démarrer pour analyser ce genre de thème, et sur lequel on peut décliner ensuite toutes les approches de l'IA pour l'éducation. Alors, merci pour cette réponse très complète et qui est très intéressante. Je vais commencer par répondre à juste faire une remarque sur la première réflexion. Alors, effectivement, on parlait de système prédictif pour la correction des copies. Alors, il faut savoir qu'en IA, il n'y a pas que des systèmes prédictifs. Et notamment, on peut avoir des systèmes en fait qui vont juste, c'est vraiment une idée, ça peut être pour ou contre, c'est juste des choses qu'on peut évoquer comme ça, mais par exemple, je pense que pour une IA, la chose la plus compliquée à corriger, c'est des maths, parce que comprendre, en fait, on pourrait mettre le résultat, et si l'IA trouve que le résultat il est égal, bon, on valide. Alors qu'en fait, en maths, ce qu'il faut bien noter, c'est comment l'élève a compris étape par étape comment il avance son raisonnement. Et d'ailleurs, ça peut varier suivant les élèves. Il y en a qui ont peut-être besoin de faire le calcul en 5 étapes, d'autres en 2. C'est peut-être quelque chose d'un peu plus complexe. Alors qu'avec le langage humain, qu'on peut analyser aujourd'hui, imaginons un système, vraiment c'est une pure fiction, ça se trouve, ça, on n'en fera jamais, mais imaginons un système qui serait capable de lire une copie de français, une copie d'histoire, et au lieu de mettre une note, juste faire un résumé au professeur qui donne les grands axes, en fait, les grandes articulations de comment l'élève voit la chose. Par exemple, il pourrait mettre le programme, en lisant la copie, mettre en avant des dates et les réflexions, comment s'articule, voir s'il serait capable de tracer aussi des chronologies, des relations entre certains événements, et on pourrait avoir en fait un résumé de la copie de l'élève, et après il y a toujours la copie à disposition pour aller voir certains points en particulier. Mais ça pourrait être juste un facilitateur de lecture de copie, parce que, alors je suis pas professeur, hein, mais à mon avis, des copies de français, de philo, d'histoire qui font des pages et des pages, ça doit être un petit peu, ça peut prendre beaucoup de temps en fait à corriger. Si je comprends bien, là il s'agit moins de laisser à une IA le soin de corriger une copie,
que de demander à l'IA d'analyser les données de copie corrigée. Ce qui là, elle devient plus intéressant et il y a un sens. Oui, de toute façon, moi, je suis pas pour le, voilà, je suis pas un technofasciste comme il a dit. Mon but c'est pas de mettre de l'IA partout, c'est voilà, c'est pour ça aussi il y a ce débat, c'est savoir comment l'IA peut aider les professeurs et comment les professeurs pensent pouvoir être aidés par l'IA et par l'éducation en général. Maintenant, je vais revenir sur le deuxième. Ah, allez-y. l'IA en termes de bénéfices dans l'éducation, c'est quand même au moment des apprentissages. Donc l'apprentissage en fait peut se faire en groupe classe ou en individuel en fait comme ce qui a été commencé. Donc l'attente là pour faire la différence, parce qu'à la limite les corrections c'est du temps enseignant, mais la vraie question clé en fait c'est comment améliorer l'apprentissage en fonction des différents types d'élèves. C'est ça. Qu'est-ce que fait aujourd'hui l'IA? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans ce... On est vraiment en fait là pour que le maximum d'élèves puissent accéder aux compétences et c'est plutôt là que je verrai le bénéfice de l'IA. Donc effectivement, après, on revient à ce qu'on a pu dire. C'est maintenant, il faut savoir à quel point on veut numériser les classes. Et à partir du moment où les classes ont accès à la numérisation, ben, on peut voilà, avoir des exercices qui vont permettre de noter dans différentes matières les élèves. Et par exemple, on pourrait voir où est-ce qu'un élève a le plus de mal et où est-ce qu'un élève a le moins de mal. Et peut-être du coup lui fournir de façon individuelle des exercices que les autres élèves n'ont pas forcément besoin parce qu'ils ont des lacunes ailleurs. Mais du coup, je reviens, je fais un peu le parallèle aussi avec la deuxième remarque que vous avez faite. Ce qui est très intéressant, c'est effectivement le fait de pouvoir suivre le e-learning et le fait de pouvoir suivre en ligne des cours. Et en fait, quand vous avez commencé à parler de personnes de 11 ans qui pourraient être super fortes dans je ne sais quel domaine, je vais vous reposer une question derrière. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant dans les premières années de la vie d'un élève de se super spécialiser dans des domaines où il est le meilleur? Ou est-ce que, même s'il porte assez peu d'intérêt à d'autres matières, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même le former à ces choses-là? Parce que là où par contre où c'est super intéressant, c'est peut-être a posteriori, c'est-à-dire que la société elle va changer, on pourra aborder ce sujet juste après, parce que les métiers vont changer. Et peut-être que du coup les gens auront besoin de se spécialiser dans différentes choses. Et le fait d'avoir à disposition des cours en ligne, le fait de pouvoir voir qui est assidu, qui comprend les choses, et de pousser cette éducation, ça pourrait être super intéressant. Mais est-ce que des enfants de 10-11 ans, on va leur dire bah, arrête de développer ton esprit critique et fais juste des mathématiques parce que c'est là où tu es le meilleur? Moi je pose la question parce que je suis pas sûr que c'est quelque chose que je voudrais. Du coup, vu que tu vas élargir, je pense que c'est peut-être mieux. Tu vas élargir la question, en gros, c'est ça? C'est ça, en fait, plutôt que forcément son éducation doit être super intéressante, et au lieu de se spécialiser, va permettre justement aux personnes d'étudier un peu ce qu'ils ont envie d'étudier, parce que quand on étudie naturellement quelque chose, on va mieux étudier que si on est imposé. En gros, c'est pas une idée qui vient de moi, c'est une idée que j'ai trouvée dans le MOOC d'Open Classroom sur comment apprendre. Et en gros, l'idée, c'est que si vous apprenez quelque chose de manière délibérée, vous allez forcément mieux l'apprendre que si on vous dit apprends ça et que vous avez une résistance à l'apprendre. Et du coup, une éducation comme ça qui permettrait du coup de se spécialiser sur les personnes qui ont vraiment envie, mais aussi des personnes qui ont envie d'étudier quelque chose en particulier et d'étudier vraiment, ça permettrait justement d'avoir une éducation qui serait ni trop spécialisée, mais ni trop réticente. C'était plus ça l'élargissement. Quelques éléments de réponse. Je pense qu'on peut baser cette idée-là sur le fait que on a une école républicaine qui part du principe qu'on est tous égaux, aussi bien en droit qu'intellectuellement, et qui voudrait qu'on suive tous le même chemin, avec tous les mêmes performances, tous les mêmes... Or, c'est joyeux d'un point de vue idéologique, mais ça a beaucoup de failles d'un point de vue biologique, on va dire, d'un point de vue purement réaliste. Et il ne s'agit pas de se spécialiser à un âge très jeune. Il s'agit, pour chaque individu qui accroche mieux dans tel ou tel domaine, éventuellement, s'il en a le désir et s'il en a vraiment le courage d'aller jusqu'au bout,
de pouvoir le suivre à côté de ce qu'on lui impose, de ce que l'école de la République lui impose, parce que ça l'aidera peut-être à garder confiance en ses capacités et à avoir des bonnes notes, parce que dans ce créneau-là, il est bon et il est reconnu, et qu'à l'école, voilà, il a une tête qui dépasse, et puis on tranche les têtes dans notre pays. Mais pareil, il ne s'agit pas seulement d'imaginer des enfants en bas âge qui seraient plus doués dans tel domaine, moins dans d'autres, et qui voudraient absolument aller que dans celui-là et pas voir le reste. Ça peut être aussi des gens qui sont déjà dans le monde professionnel, dont c'est pas le métier, mais qui s'intéressent quand même et qui se disent ça pourrait avoir un intérêt qui se soit de point de vue du développement personnel, que dans mon domaine, dans ma profession, voilà, je peux faire mon propre site internet ou je sais pas, n'importe quoi. Ne serait-ce que par exemple, il y a des gens qui viennent s'intéresser à l'IA ici. Et en réalité, qui a vraiment dans la salle ce métier-là tous les jours? Donc on est venu parce qu'on a une curiosité, qui est une forme d'intelligence et qui est une intelligence que l'IA n'a pas. L'IA fait ce qu'elle est programmée à faire. Nous, on fait parce qu'on est poussé par autre chose, la curiosité entre autres. Mais ça pourrait être quelqu'un qui est à la retraite, qui n'a rien de mieux à faire, qui a des revenus confortables parce qu'il a travaillé toute sa vie, et qui, je dis, voilà, le monde a changé, j'ai pas connu ça quand j'étais jeune. Finalement, si j'avais été jeune aujourd'hui, j'aurais peut-être fait ça. Allez, comme c'est disponible sur Internet, je vais suivre, ça m'intéresse. Donc, en fait, je vais pas m'arrêter à juste le cas de figure du gamin de 10 ans qui se prend pour un dieu parce qu'il sait faire 3 lignes de code, ni le gamin de 10 ans qui est surdoué et qui va vraiment faire des choses qu'on n'attend absolument pas de. Mais vraiment, c'est une façon aussi libérale de voir l'enseignement. C'est-à-dire que l'école de la République est bien dans le sens où elle entend donner les mêmes chances à tout le monde, mais d'un autre côté, elle est tout sauf libérale, c'est-à-dire qu'elle est structurée, elle est étatiste, elle est rigide, elle ne s'adapte pas aux gens, elle ne veut pas, c'est surtout pas s'adapter finalement aux gens, ce serait créer des inégalités, ce serait inacceptable. Et d'un point de vue de l'organisation, si on devait imposer ça à des professeurs, ce serait ingérable. En revanche, pour une IA, gérer cette complexité, avaler cette complexité, analyser des quantités absolument astronomiques d'informations qui dépassent l'entendement, qui dépassent la capacité biologique de nous autres, c'est du gâteau, quoi. Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Donc bon, voilà, je pense que c'est... Voilà, j'essaye de répondre plus ou moins à la question. C'est une réponse. Est-ce que quelqu'un a un avis contraire à celui-là, ou souhaiterait réagir, souhaiterait confirmer certaines choses selon son point de vue? Non, on a une réponse qui fait l'unanimité. Son partenaire de 10 ans et après sur le secondaire, s'il a la possibilité en fait de développer des compétences dans un autre champ qui est comparé à celui qui est fourni à l'école, là c'est intéressant. Puisqu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est avoir des compétences finalement. On n'en a rien à faire que on sache que la Lune soit à tant de kilomètres de la Terre. En gros, c'est ça. Et donc, c'est rentrer un peu plus avec l'IA dans ses capacités à raisonner et dans l'acquisition de compétences. Comment ça s'imbrique en fait par rapport au programme? Qu'est-ce qui peut être mis en place? Toujours, je dirais, dans la sphère en fait de l'apprentissage. Là, ça devient très intéressant. Effectivement, mais là où je vous rejoins en fait sur ça, c'est imaginons quelqu'un qui souhaiterait, qui se découvre une passion pour la cuisine mais très jeune, en fait à moins qu'il aille faire un CAP cuisine ou des formations pour ça, il aura pas l'occasion d'expérimenter la cuisine comme il souhaiterait le faire, alors qu'en fait à la place de faire des maths ou du français, il souhaiterait faire ça. Donc effectivement, sur ça, je vous rejoins, et avoir la curiosité d'aller voir quelque chose à côté, ça peut être très bénéfique. Et donc effectivement, là aussi, le point de vigilance, c'est qu'il faudrait que les écoles ou alors les personnes qui recrutent des métiers un peu spécialisés ou basés sur la curiosité, sur des choses comme ça, s'adaptent et ne s'arrêtent pas à un diplôme ou à un examen ou des choses comme ça. Ça demanderait une profonde transformation sociétale.
par rapport à ça, je trouve que, enfin, pour le coup, il existe déjà cette transformation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment passionné par quelque chose, il s'en fiche du diplôme. C'est pas important pour lui. Il attend pas d'avoir l'autorisation de faire ce qu'il veut faire avant de commencer à le faire. Et toutes les personnes qui sont vraiment passionnées par quelque chose, s'il n'y a pas un métier qui existe, inventent un métier pour exercer ce qu'ils veulent faire. Ça existe déjà. C'est quand même super utopiste. Il y a peut-être des gens qui ont les moyens et qui peuvent changer facilement. Je suis pas sûr que ce soit si facile pour tout le monde. C'est peut-être pas facile pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que il y a énormément d'exemples de personnes qui sont vraiment archi passionnées très jeunes et qui se donnent les moyens pour le faire. Alors, ouais, maintenant, l'idée, c'est pas d'avoir 7 personnes parmi toute une population, ce serait d'ouvrir ça à tout le monde. Il faudrait que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie. Il faudrait pas qu'il y ait une personne qui soit capable, qui juste ait brillé et qu'il serve d'exemple et que les autres essaient de suivre. Moi, je suis plutôt dans la réflexion de parents d'élèves et de geeks, on va dire ça comme ça. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on va trouver les bonnes données pour arriver à faire tout ce qu'on a envie de faire, et du coup, je réfléchissais comme ça dans des cas d'utilisation. Je me disais, par exemple, est-ce que peut-être que ça a déjà été fait, mais récupérer des données de sites qui enregistrent les notes, et il y en a beaucoup. Moi, je connais École Directe parce que mes filles étaient dans des écoles qui utilisaient ce site-là pour gérer les notes et les agendas, enfin, et les différents enchaînements de cours qu'elles pouvaient avoir. Et je me demandais, par exemple, si, imaginons qu'on récupère une quantité qualifiée de données comme ça, qui sont structurées, donc on a toutes les notes qui sont données dans les différentes matières, et qu'on corrèle ça avec les agendas. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'amusant à produire en faisant tourner des algorithmes de machine learning pour dire, tiens, on s'aperçoit que quand les cours sont enchaînés de telle manière, en fait, la performance des élèves est meilleure. Quand j'ai maths plutôt le matin, finalement, les notes en maths sont meilleures que si c'est l'après-midi. Quand j'ai maths et histoire, l'histoire, finalement, ça fonctionne pas. Ou quand j'enseigne philo, histoire, le vendredi après-midi, on ne sait pas pourquoi, et ben sur 2 millions de notes, 3 millions d'élèves, statistiquement, j'ai quelque chose qui produit de meilleurs résultats. Et je trouve que ça... Dans tout ce qu'on dit, je suis pas d'accord ou pas d'accord, je dis juste, à un moment, si on veut rapprocher ça de l'IA, il faut se poser la question de savoir où est-ce qu'on va aller chercher les données pour entraîner les algorithmes. Et là, on a quand même des données là qui, peut-être qu'elles sont déjà exploitées, mais peut-être qu'on le saurait si elles y étaient. Donc je fais l'hypothèse qu'elles ne le sont pas aujourd'hui ou pas correctement. Et du coup, je me demande si vous avez regardé ça, ou si c'est un champ d'application de l'association qui peut avoir un intérêt. Alors là, pour le coup, c'est une idée à laquelle on n'avait jamais pensé avec Pierre, je pense, et c'est une idée intéressante. Après, je pense qu'il y a peut-être des visions d'éducation. En fait, les notes, en général, il y en a qui pensent que c'est bien de noter, d'autres qui pensent que non. Et là, par exemple, pour le cas, les notes, en fait, ce serait un peu... En fait, l'idée de mettre en place, ce que disait tout à l'heure, le relative learning, c'est aussi pour un moyen de... Pour moi, ça vient avant de lire les notes, en fait. Du coup, ça pourrait très bien être jumelé, photo use case et celui-là. Je pense que ça peut donner des choses intéressantes. Je sais pas si tu veux... Ouais. Alors, pour la première partie de la question, c'est plutôt là où, à mon avis, le corps enseignant sera d'une aide, parce que je ne connais pas du tout ces plateformes et je ne sais pas si ces données peuvent être récupérées, quoi que ce soit, parce qu'en plus, si c'est privé, je suppose qu'elles leur appartiennent, les données. Je ne sais pas quelle est leur relation par rapport à l'État, donc sur ça, je ne peux pas répondre. Après, sur la partie plutôt champ d'application, effectivement, alors, c'est faisable, mais je pense que c'est extrêmement complexe et ça nécessiterait une forte analyse, mais effectivement, ça pourrait être super intéressant. Et je vais expliquer pourquoi c'est complexe. En fait, on arrive dans une des limitations, pas des limitations, mais un des gros enjeux quand on monte des systèmes à base d'IA, c'est ce qu'on appelle la labellisation des données et la qualité de labellisation des données. C'est-à-dire qu'en fait, on a une donnée et souvent il y a quelque chose qui la quantifie, donc ça peut être la taille de quelqu'un, donc ça c'est vraiment quantifiable, c'est un nombre. Ça peut être ce qu'on appelle une classe, donc ça peut être une appréciation, donc bien, moins bien, normal, bon, enfin bref. Et en fait, dans l'idée, on aurait, par exemple, donc cet enchaînement de cours et on aurait un résultat. Et faudrait être très très fin sur l'analyse statistique parce qu'en fait, il y avoir beaucoup de données sur plein d'informations différentes parce qu'il y a plein d'éléments extérieurs qui viendront influencer sur le résultat. Par exemple,
sur l'idée de voir des élèves super forts de philosophie puis histoire, on pourrait voir ça. Et par contre, ça pourrait être lié à quoi? À 2 très bons professeurs qui seraient en fait localisés sur un lycée, et on verrait ça juste uniquement sur ce lycée. Ou alors l'idée vient de m'échapper, mais ça peut être aussi, il faudrait voir au niveau géographique la répartition, parce que malheureusement, il y a des disparités suivant les endroits en termes de niveau. Donc en fait, ça se trouve, une note qui est présente une appréciation qui est présente dans un lycée ne va pas être la même autre part. Et je sais pas, imaginons qu'un endroit où le niveau est un peu plus bas, on donne des bonnes notes parce que soit l'évaluation est plus simple, ou soit pour X ou Y raison, et qu'à côté, dans un autre endroit géographique, on donne pas des bonnes notes, mais pourtant les élèves sont plus performants, on verra pas. En tout cas, on va aller notre analyse va nous mener vers l'erreur. Donc effectivement, c'est très très intéressant, mais il faudrait tous se mettre autour de la table et bien réfléchir sur comment quantifier cette performance et cette amélioration. Après, si on réfléchit de premier abord, on pourrait demander aux élèves leur avis, leur retour sur comment ils se sentent, ou sur des choses comme ça, qui est peut-être... on pourrait leur demander de quantifier leur niveau de fatigue, leur niveau de compréhension, de bonheur, plein de choses comme ça. Et c'est quelque chose, en tout cas, c'est réalisable. Ça demanderait une analyse fine, mais c'est complètement réalisable, oui. Juste en fait, pour mettre un peu sur mon temps, pour critiquer un peu votre idée, c'est juste, en fait, à quel point est-ce que la note représente le niveau de connaissance d'un élève, en fait. C'est une note, comme vous avez dit tout à l'heure, ça peut être lié à une fatigue, l'élève était fatigué ce jour-là, il n'a pas répondu aux questions et il a une mauvaise note, ou alors il avait bien révisé la veille, juste la veille, après il a eu le lendemain. En fait, moi je pense, c'est mon propre avis, après je pense que pour moi la note, c'est pas un système qui permet de bien évaluer les élèves en général. Et du coup, est-ce que c'est intéressant sur ce point-là de dire, ok, on va analyser des notes des élèves et avec de la grossière derrière pour essayer de faire parler les données? Je suis pas emballé à 100% en fait. Mais après, c'est une piste intéressante quand même pour avoir certaines données en fait. Pour répondre à votre question, en fait, la question de la note se pose déjà à l'éducation nationale et on penche de plus en plus vers les compétences acquises, non acquises, en cours d'acquisition. Et c'est toujours difficile à évaluer tout ça. Dès l'école élémentaire, en fait, on essaie pas de supprimer les notes. On note pour avoir un barème. Quand on fait un exercice, on se dit, bon, il faut 2 points s'il y a un raisonnement, 2 points s'il y a la réponse, etc. Mais quand on restitue aux parents en fin de trimestre, on va dire, les livrets, on travaille plutôt sur des compétences acquises en cours d'acquisition ou non acquises. Donc en fait, si je fais une petite synthèse sur ces questions éducatives, je pense qu'on peut imaginer, et puis il y a l'école inversée, ça c'est à la mode on va dire. L'école inversée c'est quoi? C'est la leçon à la maison et les devoirs, pour simplifier, à l'école. Autrement dit, au lieu que les élèves viennent et pendant 1 heure copient ce que le professeur écrit sur le tableau, eh bien, ils lisent leur cours à la maison et le travail à l'école devient interactif pour répondre aux questions, ce qui est acquis, ce qui n'est pas acquis, etc. Au niveau, par exemple, des exercices qu'on peut imaginer en ligne, on peut imaginer dès l'école élémentaire, dès le CE2, CM1, CM2, un travail face à une machine qui propose, admettons, on va travailler aujourd'hui l'addition. On donne une addition en colonne, l'élève fait son addition, la machine lui dit c'est acquis. Le prof voit que c'est acquis, donc il n'a pas à passer du temps avec cet élève ou ce groupe d'élèves sur ce qui est acquis. On donne une addition en ligne que l'élève doit poser. S'il décale au niveau des unités, donc je rentre dans les détails, la machine peut le corriger pour lui dire il faut occuper la case des unités. Si c'est acquis, c'est bon. Le maître n'a pas à rentrer dessus. En fait, du coup, l'effet de l'enseignant peut donc, on va dire, se résumer sur ce qui n'est pas acquis où il y a, on va dire, une multitude d'erreurs. Donc là, on peut gagner du temps, que ce qui est acquis soit classé et que les enseignants travaillent sur ce qui n'est pas acquis. D'ailleurs, en fait, tous les enseignants, je veux dire tous les bons enseignants, on va dire, font un travail différencié. Dans une classe de 25 élèves, il y a facilement 2 à 3 niveaux que les
enseignants, on va dire, travaillent différemment. Tout le monde ne fait pas le même nombre d'exercices, tout le monde ne fait pas le même nombre de problèmes. Donc, je veux dire, les élèves, normalement, ne sont pas traités comme un lot d'élèves. Il doit y avoir un travail différencié. Et je pense que, je veux dire, des batteries d'exercices qui éliminent tout ce qui est acquis et permettent aux enseignants de travailler là où il y a des difficultés, je veux dire, serait une bonne solution, une bonne hypothèse, on va dire, de travail. Merci. Je ne sais pas si vous voulez répondre ou si quelqu'un veut prendre la parole sur cette réflexion. Le micro pas loin. Le micro, il est là. C'était par rapport à vous sur l'école inversée. C'était par rapport du coup à l'école inversée. Est-ce que c'est pas un peu risqué? Parce que j'imagine que c'est quand même, il y a quand même un monde entre un enfant qui apprend sa leçon chez lui dans un espace calme avec des parents qui peuvent éventuellement l'aider à comprendre, qu'un enfant qui est dans un appart un peu petit où il y a la télé en même temps, il y a les frères et sœurs qui jouent à côté. Et du coup, ça aurait tendance, je pense, en fonction de là où on vient, du niveau social, à archi-sélectionner dès le départ les gens, non plus sur un critère d'intelligence, mais vraiment sur un critère Oui, c'est clair que c'est un grand risque même. Mais bon, je veux dire, c'est adapté au cas par cas, pas dans toutes les classes, je veux dire, d'une école. Le milieu social, il joue énormément. En fait, la réussite de l'école, elle est due à la réussite socioculturelle des parents. Je veux dire, le lien, il est clair. L'histoire des zones d'éducation prioritaire, elle a facilement 25 ans. Et tous les 4-5 ans, je veux dire, on rajoute une couche pour donner plus de moyens à l'école. Ça veut dire qu'on n'a pas réglé le souci encore. Les difficultés s'accentuent et l'institution, je veux dire, réagit en fonction. C'est clair, on ne peut pas généraliser, mais je veux dire, on pourrait faire des tentatives, pas dans toutes les matières, pas tout le temps, mais ça pourrait, je veux dire, être une solution pour gagner du temps tout simplement face au maître. Et une réponse, en fait, on va dire aussi pour les statistiques, si la philo suit l'histoire, etc. Il y a aussi dans notre métier l'effet maître. Donc, comme l'a dit le collègue, je veux dire, une même matière peut être enseignée par un maître et bien appréciée et réussie, et on a le calme en classe. Et puis, je veux dire, si on remplace ce maître par un autre collègue, ça foire, on va dire. Donc, ça reste, je veux dire, un métier où le maître, l'humain, le contact, ce côté charismatique, je veux dire, l'expérience, font que ce qui ne passe pas avec quelqu'un peut très bien se passer avec un autre. C'est l'art de notre métier, d'ailleurs. J'ai une toute petite question pour vous. Quel est votre métier déjà? Je suis directeur d'école. Directeur d'école, d'accord. Et vous pensez quoi du coup de la mesure qui a été prise de faire du soutien scolaire dans les écoles après les cours? Vous pensez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Alors le soutien, en fait, c'est pas du soutien scolaire. Actuellement, on a ce qu'on appelle l'accompagnement éducatif. Ouais. Donc c'est l'éducation nationale qui propose de garder les élèves 1h30 dans les classes, dans les zones d'éducation prioritaire. Alors, ils ont proposé au collège ce qui est devoir à l'école, devoir fait, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, je ne sais pas comment ça se passe au collège. En ce moment, moi, je suis à l'école élémentaire. En fait, dans les zones difficiles, plus on garde les élèves à l'école avec ce contact, que ce soit culturel ou scolaire, c'est mieux. Parce que les parents n'ont pas les moyens, on va dire, de surveiller et d'aider. En fait, je dis ça parce que j'habite entre Val-de-Fontenay et Montreuil, et du coup, dans mon quartier, il y a un collège, et j'étais dans une asso, on faisait du soutien scolaire bénévolement, du coup, aux collégiens. Oui. Et en fait, la réflexion que je me suis faite, c'est je comprenais pas pourquoi tous les élèves que j'avais dans leur classe étaient tous dans les 3-4 premiers de la classe. Ce sont les volontaires qui veulent travailler et réussir. C'est surtout ceux dont les parents les envoient à l'asso. C'est les parents qui s'en foutent, ils n'envoient pas leurs gamins à l'asso parce qu'ils n'ont pas de considération pour l'éducation des enfants. En fait, c'est pas qu'ils s'en foutent. Je trouve ça pas si mal qu'il y ait un truc obligatoire pour tout le monde. C'est pas qu'ils s'en Qu'importe foutent. que les parents veuillent ou pas. Oui, mais bon, l'obligation, là aussi, je veux dire, elle a un temps limité, l'obligation scolaire.
Après l'école, bon, on laisse le choix normalement. Mais malheureusement, je veux dire, c'est paradoxal. Ceux qui adhèrent, ce sont ceux qui ont le moins besoin. J'adore les gamins qui enseignent, Oui. mais j'aime pas les bons. Sauf, il faut des politiques d'école. Je donne l'exemple de mon école. Sur 250 élèves, j'ai 105 places, parce que je peux payer des enseignants pour faire face à 105 élèves. Je décrète en début d'année, tous les CP, CE1 doivent rester à l'école comme si ça faisait partie du temps obligatoire. Parce que bon, il faut sauver la lecture, l'écriture, le comportement, etc. Donc, c'est d'office inscrit. Je veux dire, on ne laisse pas le choix. Je veux dire, c'est pas une obligation institutionnelle, mais par bienveillance, on va dire, on impose aux parents ce temps rallongé. Merci pour ces échanges. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir, lancer un nouveau sujet C'est encore une réflexion que je me suis faite, vraiment qui n'a rien à voir. Je me posais la question de savoir si vous êtes des data scientists et les sous-jacents mathématiques que vous utilisez pour faire votre métier, est-ce qu'ils seraient accessibles à des élèves de première ou de terminale? Et si oui, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, influencer la façon dont les maths, par exemple, seraient enseignées en utilisant des exemples d'applications qui seraient dans le domaine de l'IA? Alors, c'est une très bonne question. Je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. On peut comprendre les concepts de l'IA et même appliquer l'IA sans être le crack de la classe en mathématiques. Après, ce qui compte surtout, c'est la logique et la façon d'avancer. En fait, l'IA, qu'est-ce que c'est concrètement en termes métiers? C'est donc pouvoir des données, donc ça c'est la première des choses, mais ça n'a rien à voir avec les compétences. Et ensuite, ça demande juste, allez, vraiment 3 lignes de code pour obtenir un premier résultat. Donc ça, franchement, c'est à la portée de tout le monde et n'importe qui peut écrire ça s'il l'apprend. Maintenant, les choses les plus intéressantes au niveau de l'IA et là où le travail est le plus difficile et c'est là où il y a de l'enjeu, c'est vraiment savoir analyser le résultat, savoir comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui pêche, connaître les différences entre les algorithmes et savoir comment exploiter au mieux la donnée. Ça, c'est différents domaines qui font appel à 90%, 95% à de la logique pure. Donc effectivement, le parallèle, c'est quelqu'un qui est bon en mathématiques, souvent il a une bonne logique et il va comprendre assez vite ces choses-là. Mais sur des sujets simples, oui, on pourrait vraiment à des premières ou des terminales leur soumettre l'idée de ce que c'est l'IA. D'ailleurs, j'ai fait la présentation au moment quand je parlais de régression linéaire, c'est vraiment partir des exemples physiques pour retracer, alors une loi physique, donc c'est simple parce qu'une loi physique, on la connaît à l'avance et on sait à quoi s'attendre. Les exemples les plus intéressants de l'IA, quand on parle de reconnaissance de texte ou au sein de la société, c'est quand même d'essayer de traduire les comportements humains. Et c'est là où il y a le plus d'enjeux et c'est là où c'est le plus complexe. Mais sur des sujets simples, oui, on pourrait tendre à pousser une idée. Et ce serait, je pense, très intéressant, mais même au-delà du niveau mathématique, juste comprendre comment ça fonctionne et le lien que ça a donné, parce que, et ça c'est un sujet que je voulais peut-être aborder derrière si on a encore le temps, mais je pense que ça va nécessiter, dans le futur, les gens vont devoir avoir un esprit très très critique sur ce que va leur apporter la machine. On le voit avec les scandales de Cambridge Analytica au sein de Facebook. En fait, si on n'a pas conscience d'être dans un système et que les recommandations qu'on nous pousse, elles sont apprises de ce que nous-mêmes on a regardé, on s'enferme dans une boucle. Et ça peut être très très dangereux. On consomme des choses, l'algorithme apprend qu'on a consommé ça, et donc du coup il va pousser à quelque chose en relation, et jusqu'à ce qu'on regarde que la même chose et que l'algorithme nous propose vraiment que les mêmes choses. Et les gens s'enferment, et là c'est là où je pense que l'esprit critique il est complètement perdu, parce que si on est incapable de juger ce qu'on regarde, ce qu'on nous soumet et le contenu de ce qu'on nous soumet, les personnes qui sont dans ces systèmes-là sont un peu perdues. Et je voulais poser la question justement vraiment au niveau sociétal, donc des enjeux que vont apporter l'IA et de l'importance de certaines matières qui développent l'esprit critique. Et est-ce que vous
vous avez une certaine vision, une certaine idée de comment l'éducation, mais vraiment pas dans le sens l'IA aide l'éducation, c'est comment les programmes, comment ce qu'on enseigne aux étudiants va changer ou devrait changer pour pour développer cet esprit critique de façon générale et peut-être aussi plus au sujet des IA. Bon, bah du coup, non, pas forcément en rapport avec les IA, mais en fait, moi, un constat que je fais, c'est je trouve que le plus important, c'est effectivement de développer cet esprit critique. Ça va être primordial. Mais en fait, avec le monsieur là, qui est en école primaire, hein, il y a le socle commun de compétences. Effectivement, il y a en fait la formation de la personne et du citoyen. Et dedans, en fait, c'est aussi savoir lire en fait l'environnement et être critique. Donc, on demande déjà en fait des élèves, quand les écoles ont les moyens, bien sûr, de savoir utiliser en fait tous les systèmes informatiques. Et donc, je pense que si l'IA en fait existe dans l'environnement, ça fait absolument partie en fait d'intégrer l'IA dans cette compétence. Voilà. Donc, la chose existe déjà. C'est après ce qu'on veut bien mettre dedans. Pour que ce soit cohérent avec l'environnement. D'accord, merci pour la réponse. Concernant pour développer l'esprit critique, il faut aussi voir tout ce qui va être du domaine de l'épistémologie, les biais cognitifs. Voir que ce qu'on observe, il y a des biais. Exactement. Par exemple, au niveau de l'intelligence artificielle, le machine learning, quelquefois, on surinterprète. On invente des relations qui n'existent pas. C'est exactement ce dont j'entends dans l'esprit critique. Alors, si vous voulez une petite anecdote, je l'ai lu dans un livre qui s'appelle Freakonomics. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des faits un peu marrants sur l'économie et qui constate, par exemple, aux États-Unis que la corrélation qui existe, c'est les élèves qui réussissent le mieux ont grandi au sein des familles dans lesquelles il y a le plus de livres. Et donc du coup, il y a des gens, ils ont lu cette étude et ils ont commencé à acheter plein de livres. Et ben, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça marche pas du tout. Et qu'en fait, c'est le résultat en fait de tout un système. Donc là, on parle pas d'informatique, on parle juste donc c'est un biais cognitif, quoi. C'est une corrélation à différencier cause et conséquence. Mais en fait, ça traduit juste que les familles dans lesquelles il y avait le plus de livres, les parents étaient plus cultivés et donc du coup ils transmettaient plus facilement leur savoir aux enfants. Et donc je parle justement d'interprétation comme ça, et biais cognitif, ça rejoint, c'est pas exactement ça mais ça rejoint un peu ça. Et quand je parle d'esprit critique, c'est justement savoir interpréter tout ce qu'on nous met à disposition. Et développer ça depuis le primaire jusqu'au lycée, ça permettrait par exemple tout ce qui évitait les problèmes des fake news, les théories du complot. Lorsqu'on observe les raisonnements des personnes qui sont dans les théories du complot, je fais des liens avec des éléments qui n'ont pas de lien, et j'ai un biais de confirmation. Je ne garde que les éléments qui confirment mon idée. Et avec maintenant Facebook, comme vous avez dit, on vit que dans une communauté et on s'isole. Juste pour répondre à l'enfermement, il y a déjà dans les algorithmes des choses qui poussent des informations complètement aléatoires. C'est-à-dire que il y a effectivement les informations sur si vous avez consommé quelque chose, ils vont venir vous proposer quelque chose d'approchant ou non, mais il y a aussi inclus dedans la possibilité d'envoyer un push sur quelque chose de complètement différent. Vous avez des exemples à citer ? Non, mais je pourrais les retrouver, je pourrais vous les envoyer. Je ne l'ai pas en tête, mais je pourrais retrouver. Parce que, alors, je crois, mais en termes de quand on développe un projet, justement, on cherche. La première chose, c'est d'améliorer les résultats du projet. Et comment on quantifie les résultats du projet ? Sur des systèmes de recommandation, c'est à quel point les données qu'on va donner à la personne sont cohérentes, sont similaires, à quel point il va regarder la vidéo. Donc souvent, en fait, ce système d'enfermement, il est confirmé quand on développe ce système. L'objectif, c'est justement, c'est bête, mais c'est d'enfermer la personne parce que ça veut dire que notre système, il marche.
Maintenant, effectivement, j'ai jamais entendu parler de cette histoire d'introduire l'aléatoire et que si ça marche vraiment et s'il y a des gens qui poussent ça, mais je suis intéressé par voir qui le fait. Je sais plus si c'était dans un système commercial ou si c'était dans un système d'enseignement, mais je pourrais retrouver. Oui, Juste bien, même sur YouTube, en fait, quand je regarde des vidéos, bon, moi j'ai fait la sens plusieurs fois, quand tu écoutes de la musique sur YouTube, à un moment donné, ils te proposent une musique qui n'a rien à voir avec ce que tu écoutes d'habitude. Du coup, je pense que ce que dit le monsieur n'est pas totalement faux parce que. Sur YouTube, il m'enferme justement. Sérieux? Il sort que la même chose. Moi, des fois, j'ai des trucs que j'écoute jamais qui viennent d'un coup qui pop. Et en général, j'écoute 5 secondes de zap, du coup, je m'enferme moi-même dans la boucle, en fait. C'est un peu con, mais. Ah, c'est ça, c'est dans YouTube, ouais. Sur YouTube, il y a des trucs comme ça. Et juste pour dire, pour tout ce qui était dit par rapport au sens critique et savoir ce que c'est l'IA, justement, il y avait la partie MOOC, quand on développait avec Thomas durant cet été. On va essayer d'avoir quelque chose qui est d'assez général et compréhensible par tout le monde. Pour que, voilà, d'ailleurs, si tu veux faire partie, c'est bienvenu, hein, pour participer à l'élaboration des MOOC, mettre en chose des choses intéressantes dedans, pour que les gens puissent avoir un sens critique sur ce que c'est l'IA. Parce que l'IA, ce sera juste notre futur passé. Donc, je pense que mieux comprendre le monde qui nous entoure, ça permet de mieux interagir avec lui. Et donc, voilà. Il y a aussi cette partie des MOOC qui va être mise en place sous peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou alors on passe juste à l'apéro ordinateur. On parlait de biais là tout à l'heure sur le fait que l'IA peut analyser des choses très intéressantes et se planter totalement, parce qu'il y a un biais énorme qu'il ne voit pas. Et en fait, je pense que le biais, ce qui explique le biais en numéro 1 de toutes les causes, c'est l'ignorance de l'IA. L'IA, on l'a défini au tout début, la toute première question. J'ai hésité à intervenir. Mais en gros, l'IA, c'est quoi? C'est des probabilités appliquées à l'analyse de données. Voilà. Donc, une IA ne peut pas analyser un thème, un sujet, au-delà des données qu'on lui a données. Il n'a pas d'yeux, il n'a pas d'oreilles, il n'a pas de doigts pour toucher, ni la notion de douleur pour comprendre ce que c'est que ce qui est bien et mal, quoi. Et à ce niveau-là, on parle d'IA faible. Sur Facebook, par exemple, il s'est passé un événement, n'importe lequel. On parle d'un événement dissocié, rien. Et Facebook sait qu'il s'est passé quelque chose. On va parler de Facebook comme d'une IA en part entière, à travers ce que les gens en ont dit. Mais il n'était pas là. Facebook, c'est pas un bonhomme qui se balade et qui regarde à droite à gauche. Non, il va se mettre à devenir, je sais pas, en fonction d'un événement quel qu'il soit, il va devenir à venir soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite, soit totalement niais, soit parce que la plupart des gens qui ont réagi ont émis ces idées-là. Et puis, donc, je ne confierai pas à la moindre critique de ce que la société est ou n'est pas à Cambridge Analytica pour ces raisons. Et d'ailleurs, c'est valable dans un sens, c'est-à-dire critiquer ce qui se passe dans la vie réelle, comme c'est valable dans l'autre sens, c'est-à-dire influencer la vie réelle par le virtuel, c'est-à-dire manipuler d'une certaine façon ce qui est vu ou n'est pas vu, ou embrigader les gens dans des bulles dans lesquelles ils n'en sortent jamais virtuellement, et ce qui les influence dans leur vote éventuellement dans la vie réelle derrière. Le biais, au final, c'est que face à un problème qu'on va demander en gros à l'IA qui a été programmée pour ça d'analyser, l'IA lui appliquera un algo pour lequel il a été prévu, et il est de la responsabilité de celui qui l'a conçu pour que ce biais ressorte ou pas. Voilà. Et donc il y a bien un bonhomme avec un cerveau, tout ce qu'il y a de plus respectable et citoyen derrière, qui est là pour dire, enfin pour être garant de ce que l'IA va nous rendre comme résultat, quoi. Je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on parle, parce que c'est un autre sujet sur l'IA, c'est le fait que ça va tous nous remplacer, qu'on va être tous au chômage, qu'on sera au revenu universel et tout ça. Et puis d'autres qui vous disent non, c'est des conneries, puisqu'en réalité, l'IA, elle demeure faible, et même quand elle sera moins faible à l'avenir, ça fera disparaître un certain nombre d'emplois,
effectivement, mais ça, on va en créer d'autres, tellement il va falloir courir après tous les biais, courir après ce que l'IA peut faire d'absolument débile, et puis remettre un peu de sens dans les résultats qui ressortent de toutes ces moulinettes, de tous ces automates informatiques qui analysent tout et n'importe quoi sans aucun recul, sans aucun sens critique, c'est-à-dire avec un biais évident qui va ressortir. Je pourrais faire référence à un article qui a été écrit récemment par le docteur Alexandre, qui lui cite l'IA est d'une bêtise crasse. Donc ça va être du boulot pour nous. C'est-à-dire qu'en réalité, ça se trouve non seulement la plupart des boulots qui disparaissent ne sont pas spécialement les plus intéressants au final, puisque c'est, je sais pas moi, des choses qu'on fait tous les jours. D'une certaine façon, on n'a aucune compétitivité face à l'IA en face, quoi. Mais ça nous ouvre un boulevard sur des choses passionnantes, c'est-à-dire sur faire la police, sur s'occuper plus de son voisin, de ce qu'il pense, je sais pas moi, de se recentrer sur un certain nombre de choses vraiment essentielles dans la vie, que le travail bête et méchant, d'appliquer, et ce qu'on a pu nous intégrer comme mécanisme à l'école, qui a été très utile par le passé, du temps où les automates informatiques n'étaient pas là, mais qui aujourd'hui sont dépassés, quoi. On change de société, on change de paradigme total. Moi, ça ne m'effraie pas plus que ça, dans la mesure où on comprend ce qui se passe. Oui. Mais concernant l'école, c'est là où on parle d'IA pour l'école aussi, c'est qu'il va peut-être falloir penser à un système éducatif bien plus performant pour les enfants actuels qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que justement le monde il va changer à cause de l'IA elle-même, et on prépare a priori pas la nouvelle génération à ce qui les attend. On les prépare au monde que nous on a connu, et que nos parents ont connu, et que leurs parents avant eux ont connu, et ainsi de suite. Et ça, c'est un problème. Merci pour votre réflexion, parce que c'était exactement... moi, je partage votre avis sur ça, et c'est pour ça que je parlais d'esprit critique et d'avoir des gens qui soient capables de réfléchir par rapport à ce que produit l'IA, effectivement. J'aimerais bien réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez dit que, par exemple, l'IA pourrait remplacer donc, des métiers qui sont remplaçables et actuellement pas forcément très développés. Il faut savoir que, par exemple, actuellement, dans la détection des cellules cancéreuses, l'IA est beaucoup plus performante que l'être humain, est beaucoup plus rapide. Et il faut savoir que, par exemple, en cas d'AVC, c'est une course contre la montre, justement, pour détecter les caillots de sang, pardon. Et justement, l'IA, actuellement, elle nous fait gagner beaucoup de temps pour, justement, détecter les AVC. Enfin, j'ai travaillé justement l'été dernier sur ce genre d'algorithme. Il faut savoir que pour les radiologues, on peut imaginer qu'ils soient remplacés, et pourtant ils ont tous fait au moins 6 à 9 ans d'études en fonction de leur spécialisation. Traducteur, c'est la même problématique en fait. Il y a même des métiers qu'on pensait inaccessibles qui vont être dans les années à venir remplaçables parce que les algorithmes sont là pour les remplacer et faire évoluer finalement certains métiers comme cela. C'est pas que des petits métiers... il n'y a pas de petits métiers, mais je veux dire, c'est pas que des métiers qu'on pensait assez faciles ou des choses comme ça, qui vont être remplacés dans les années à venir. C'est une petite précision. Oui, c'était dans le livre La guerre des intelligences du docteur Alexandre, où il expliquait que c'était justement des métiers qui n'étaient pas les métiers où on n'utilise que sa force de travail. Ceux-là ne vont pas être remplacés parce que les robots coûteront trop cher. C'est plutôt les métiers comme comptable, contrôleur de gestion, orthodontiste, radiologue, énormément de métiers où les gens sont bien rémunérés actuellement. Et l'IA, elle réussira au niveau performance et coûtera moins cher que la personne. Et avec les neurosciences, vous comptez réfléchir là-dessus, comment le lien avec les neurosciences et comment justement utiliser les tests des neuropsychologues et l'IA en même temps pour permettre de donner une pédagogie vraiment très différenciée. Personnellement, ça m'intéresse énormément, mais je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine, donc je serais incapable de lancer le sujet. Actuellement, en tout cas, ce qui est utilisé dans les neurosciences et tout, c'est surtout utilisé pour le marketing, pour savoir si jamais il y a telle pub de telle couleur, est-ce que vous allez cliquer ou pas. Est-ce que ça vous intéresse de voir, par exemple, votre conception du beau, elle va être différente de la personne qui est à votre droite ou à votre gauche. Et typiquement, le marketing 2.0, c'est de dire, vous, si
une personne métisse, vous considérez ça comme beau, ou à l'inverse, quelqu'un d'asiatique, vous considérez ça comme beau, ou une personne blanche ou quoi, et ben ça sera le nouveau mannequin qui portera le pull en fait. Genre c'est la pub 2.0 qui sera hyper ciblée en fonction de tout votre historique de recherche, tous vos vues sur YouTube, vos discussions téléphoniques, tout ça. Enfin, j'ai pas envie de faire en mode paranoïaque ou quoi, mais la pub 2.0 sera hyper ciblée. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, l'IA, ça va être quelque chose de très bien dans les années à venir, mais c'est aussi quelque chose qui va enfermer beaucoup de gens qui ne seront pas justement alertes face à tous ces problèmes. Puisqu'en fait, l'exemple extrême, c'est quand il y a des dysfonctionnements, dyslexie chez les enfants. En fait, on va proposer différents types de supports. Donc, ça n'a l'air de rien, mais comment en fait favoriser, donc derrière, c'est favoriser les différents types d'intelligence dans les apprentissages, à savoir, par exemple, l'intelligence de mémoire ou l'intelligence visuelle. Donc ça existe déjà très bien en fait dans les sciences cognitives. Et en primaire, en fait, il y a plein de travaux, justement, c'est comment appliquer les résultats de sciences cognitives dans la classe. Donc ça existe très bien, et pas seulement dans le marketing 2.0. Ouais, mais c'est vraiment, on est vraiment à chaque fois au plus juste à appliquer ce qui a été identifié en sciences cognitives dans l'apprentissage de classe. On est vraiment là, hein. Si on peut avoir un accélérateur de tout ce qui a été développé, ça serait très très bien. Vous aviez, ce que vous soumettez à l'idée, vous avez posé la question, est-ce que vous-même vous avez des idées sur l'application, les neurosciences au sein de l'éducation? C'est juste que le neuropsychologue, quand il fait passer des tests aux enfants, il en a une batterie énorme, tout est quantifiable. Donc là, on peut juste partir de l'algorithme pour offrir à l'enfant ce qui va lui permettre de progresser, de comprendre. C'est vraiment ciblé. En mémoire de travail, il aura tant, donc on va lui faire travailler sa mémoire de travail pour qu'il la fasse évoluer. Et ce sera vraiment individuel comme approche. Du coup, déjà, je voudrais vous remercier, monsieur, de vos interventions qui ont toujours été très argumentées et qui ont permis, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais moi, ça m'a permis d'élargir un peu ma réflexion sur certains sujets. Et du coup, par rapport à la question sur l'esprit critique, je voudrais rebondir justement par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à un concours d'éloquence ou de rhétorique. C'est des personnes qui, coup sur coup, doivent défendre une position contre, et la personne d'après, la position pour. À chaque fois que je vais à ça, toutes les 5 minutes, je change d'avis sur ce que je pensais au départ, si c'est oui, si c'est non. Et donc, à chaque fois que je viens à une conférence comme ça et qu'il y a un moment de partage après, j'arrive avec des idées sur ce qu'est l'IA ou ce qu'est quelque chose. Et à la fin, je ressors, je me dis, bon, j'avais une idée. Maintenant, j'ai d'autres pistes. Je sais pas si ça correspond un peu à ce à quoi je pense maintenant, mais je vais aller m'enseigner un peu là-dessus. Et je pense que, je sais pas si c'est de l'esprit critique ou être facilement influençable intellectuellement, mais bon, j'ai plus tendance à penser que c'est l'esprit critique, peut-être. Mais du coup, je me dis justement pour l'esprit critique, ce serait pas mal justement d'avoir une sorte de conférence comme ça ou d'un espace, un forum qui permettrait à des personnes qui viennent d'horizons un peu très différents de donner leur avis sur ce qu'ils en pensent par rapport à leur vécu. Personnellement, mon premier vécu par rapport à l'IA, c'est Matrix. Je sais pas si c'est le vôtre. Les premiers préjugés que j'ai sur l'IA, c'est parce que j'ai vu le film Matrix. Voilà, c'est mon vécu. Et du coup, voilà, tous les échanges en général, je trouve que ça a tendance à élargir les débats et à élargir l'esprit critique des gens. Je crois qu'on va s'arrêter là pour tout ce qui est débat. De toute façon, on aura l'occasion de discuter si vous voulez a posteriori pendant l'apéro dînatoire. Et on vous remercie tous d'être venus et d'avoir participé au débat. Merci. Merci.